Bonjour à tous. Euh, j'ai décidé d'enregistrer une vidéo sur le sujet comment les plantes peuvent nous aider quand on a été abusé, puisque j'ai eu des problèmes techniques et finalement ça va se transformer en deux vidéos, ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus dans les détails, parce que sinon ça faisait long. Donc dans cette première vidéo, cette première partie, je vais vous parler de tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on ressent quand on a été abusé. Donc tout ce qu'on peut traverser, expérimenter, etc. On n'a pas forcément tout ce que je vais décrire, heureusement. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai des plantes, plus précisément. Voilà, ça va me permettre vraiment d'aller, oui, plus dans les détails dans chaque partie. Sans être obligé de regarder l'heure pour finir pas trop tard. Donc finalement, ces problèmes techniques, c'est pas si grave, sauf que vous n'êtes pas là en direct pour me poser vos questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions du coup sous la vidéo, et puis à me contacter directement, évidemment. Euh, donc, je vais malgré tout pas être exhaustive, évidemment, dans tout ce que je vais vous dire, mais l'idée, voilà, c'est de parler des conséquences, en fait, des abus. Donc, je parle évidemment des abus sexuels, là, sachant que quand on a vécu ce genre de choses, souvent, on est abusé d'autres façons par la suite. Euh, on est des bons clients pour les manipulateurs. Je vais vous parler de ça euh, d'une part avec mon expérience propre, puisque c'est mon histoire, mais aussi avec mon expérience de thérapeute. Euh, et ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est que euh, quand on a vécu ce genre de choses, il y a des gens qui ne font rien, qui vivent comme ça, comme ils peuvent. Il y a des personnes qui vont voir un psy ou un autre type de thérapeute. Mais j'ai vraiment observé que l'idéal, puisqu'en fait vous allez voir dans ce que je vais décrire, on est touché vraiment dans notre intégrité, mais on est touché sur tous les plans. Alors, il y a vraiment le corps, le mental, donc le psychologique, le physique, euh, le monde des pensées, il y a l'énergétique aussi, le monde des relations, de l'intimité évidemment. Tout est touché en fait. Et tout est fragile ou bancal. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de s'aider et de se faire aider de différentes manières. C'est ce qui fonctionne le mieux dans tout ce que j'ai pu observer, que ce soit chez moi ou chez les autres. Les personnes qui venaient faire des consultations avec moi et qui, à côté, se faisaient accompagner d'une autre manière, on les voyait vraiment avancer. On les voyait se transformer au fil des semaines, des mois, et véritablement lâcher tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd. Et c'était même très, très beau à voir, très agréable à voir, parce que ces personnes lâchaient justement tout ce qui fait qu'on n'est pas bien et que ça nous bloque dans notre vie, et pouvaient enfin prendre leur place véritablement. Donc les plantes font partie de, de ce qui peut nous aider. On a souvent l'idée que les plantes, ouais voilà, c'est bien gentil, ça peut aider un petit peu, mais sans plus. Alors qu'en fait les plantes sont très puissantes. Elles peuvent nous aider vraiment sur tous les plans justement, en fonction de la forme galénique et du dosage, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi justement parce qu'elles sont puissantes. Et si on veut avoir des résultats, il faut pouvoir prendre la bonne plante au bon dosage avec la bonne forme galénique. Et ça, c'est essentiel. Et là, on va avoir des résultats vraiment importants. Et donc, c'est ça que je vais partager plus dans la deuxième partie. Voilà.
Et donc là, pour le moment, ça va plus être un survol de ce qu'on vit quand on a quand on a vécu un abus sexuel. Euh, je regarde un petit peu en même temps mes notes parce que j'ai plein de choses à vous partager et j'aimerais bien ne pas me perdre en route. On va du coup faire le tour là aujourd'hui dans cette vidéo sur tout ce qu'on peut donc ressentir, vivre parfois au quotidien quand on a été abusé, au niveau du corps physique, au niveau du mental, hein, donc au niveau psychologique, au niveau des relations, au niveau de l'intimité, au niveau des émotions. Et ça va nous servir de base pour savoir quelle plante utiliser euh, pour nous personnellement. Donc je ne vais pas faire de prescription hein, dans la partie sur les plantes, puisque tout ça doit être individualisé absolument. Euh, mais vous verrez voilà, ce qui vous parle, ce qui peut résonner en fait pour vous. Après, évidemment, vous pourrez vous faire accompagner pour choisir vraiment la bonne plante, le dosage, etc. Euh, je voulais peut-être me présenter brièvement pour, comment dire, expliquer d'une certaine manière pourquoi j'aborde ce sujet aussi et pourquoi je me sens légitime à le faire, en dehors du fait que j'ai vécu ça et que j'accompagne des personnes depuis une dizaine d'années. Euh, je me présente jamais dans mes vidéos, donc voilà, une occasion de le faire aujourd'hui. Donc moi je suis thérapeute depuis une dizaine d'années, je suis aussi prof de yoga depuis plus longtemps. Donc par l'intermédiaire déjà du yoga, j'ai des connaissances sur le stress, la gestion du stress, les effets du stress et tout ce qu'on peut faire pour diminuer le stress et son impact sur le corps notamment. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à être thérapeute, j'ai démarré en étant magnétiseuse. Et puis, en fait, comme je suis médium depuis toute petite, et ça, c'est quelque chose qui se répète dans ma famille, mon grand-père était médium également, euh, très vite, j'ai dû laisser sortir des choses. En fait, depuis toute petite, je ressens ce que les gens ressentent, ce qu'ils pensent. Euh, et là, dans mes séances, en fait, ça me donne vraiment des informations sur ce que les gens ont vécu, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui pour eux et ce qui peut être l'objet de blocage, en fait, hein, du fait qu'on n'arrive pas à réaliser des choses, à concrétiser ses projets, à être vraiment qui on est. Et j'ai notamment accès beaucoup aux mémoires familiales, ce qu'on appelle aussi mémoire transgénérationnelle, et notamment par exemple les secrets de famille qui ont un impact sur nous encore aujourd'hui. Et j'ai les outils aussi pour faire en sorte que tout ça n'ait plus d'impact sur nous. Donc ça permet vraiment de libérer les personnes de tout ce qui ne nous concerne pas ou ne nous concerne plus. Donc ça c'est vraiment un de mes points forts en fait. Euh, je travaille aussi avec une méthode qui passe par le corps, le dessin et l'écriture, et ça c'est extrêmement important parce que ça permet déjà de réguler le système nerveux, d'avoir des grosses prises de conscience et de revenir au corps. Parce qu'en fait, quand on a été abusé, on est souvent, presque tout le temps, coupé du corps. Parce que le corps, c'est là où on a des sensations. Donc du coup, on peut avoir mal et on ne veut plus avoir mal. On ne veut plus être blessé. On ne veut plus ressentir ce qu'on a ressenti au moment de l'abus. Et donc, on est coupé du corps. C'est un système de protection. Et cette méthode que j'utilise parfois dans mes séances permet de revenir au corps, permet de prendre conscience de ce qu'il nous dit, des sensations, des ressentis, et d'écouter. Parce que moins on écoute le corps, plus il va nous parler fort à travers des symptômes et des maladies notamment. Donc c'est bien de revenir à lui et de l'écouter. C'est un super guide au quotidien. Voilà. Et puis à côté de ça, en fait, je travaille avec les plantes depuis une trentaine d'années, donc je cultive les plantes depuis très très longtemps et je les transforme également.
Et depuis 2 ans, j'ai créé une marque qui s'appelle Une Fée au Jardin, avec laquelle je vends des tisanes et des élixirs floraux et surtout des élixirs spagyriques. Donc ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la formation. Et donc voilà, je connais du coup bien les plantes aussi, et je vais pouvoir vous en parler dans le cas de l'abus. Je regarde mes petites notes pour ne pas me perdre toujours pareil. Alors, ce que je vais vous partager là maintenant, en fait, c'est que ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous allez peut-être que vous ne savez pas ce que vous ressentez, ce qui se passe, peut-être que vous croyez que la vie, elle est comme ça, que vous êtes comme ça, avec des hauts et des bas, avec beaucoup d'émotions, des douleurs, etc. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans cette conférence que je voulais faire et donc ces vidéos, c'est que je vais peut-être pour vous mettre des mots sur des choses que vous ne comprenez pas. Euh, et vous allez peut-être avoir des prises de conscience du coup. Ce qui aussi peut déclencher, comment dire, des changements, des transformations. Et puis ça peut être aussi une opportunité pour vous pour aller voir un thérapeute, celui qui vous suit, ou un autre, un nouveau, et pour lui dire voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe. Et ce sera du coup plus clair et plus facile en fait, à la fois pour vous et votre thérapeute. Voilà. Donc il y a plein de choses au quotidien qu'on vit hein, quand on a été abusé, il y a plein de choses qu'on subit. On a souvent l'impression de subir la vie d'ailleurs, et on est un petit peu, je trouve, comme un radeau au milieu de la mer, un peu perdu, c'est un peu flou, et on ne se comprend pas forcément, les autres ne nous comprennent pas forcément, et parfois même si on prend une rame, eh ben, on n'arrive pas forcément là où on voulait aller, et on peut avoir l'impression qu'on s'en sortira jamais. C'est extrêmement difficile, tellement tous les plans sont touchés en fait, toutes les zones de notre vie, de notre corps sont touchées. La première chose dont je voulais parler, c'était l'aspect émotionnel. Euh, Quand on a été abusé, et ça c'est assez universel, on ressent beaucoup de honte et de culpabilité. Ce qui peut paraître complètement paradoxal, d'autant plus que l'agresseur, lui, ne ressent pas forcément ni la honte ni la culpabilité. Donc ça paraît absurde et ça peut mettre aussi très en colère, je vais en parler après. La honte, elle est là parce que on a évidemment honte de ce qui s'est passé, de ce qu'on a subi. On se sent sali, on se sent sale, on est blessé en profondeur. Et on a honte aussi de s'être montré fragile, faible, de ne pas, en tout cas c'est l'idée qu'on en a, hein, et de ne pas avoir réussi à dire stop, à dire non, à arrêter l'autre. Euh, et du coup, voilà, on a une honte qui est comme une espèce de chape de plomb, en fait, qui est là, qui nous empêche beaucoup, beaucoup dans la vie, qui va avoir un impact sur le regard qu'on porte sur nous, sur notre corps, et évidemment sur nos relations aussi avec les autres, et sur le fait qu'on n'arrive pas à prendre sa place et à faire ce qu'on aimerait faire, à dire ce qu'on aimerait dire, parce qu'on a plutôt tendance à se cacher. En tout cas, on veut cacher évidemment ce dont on a honte. La culpabilité, c'est la même chose, elle est là pour les mêmes raisons. Et on se sent vraiment nul, nul d'avoir vécu ça, nul de ne pas avoir euh, pu dire non, dire stop encore une fois, y compris évidemment quand c'est arrivé quand on était petit, où là on ne pouvait pas se défendre, où on a été peut-être totalement manipulé, ou alors ce sont des agressions violentes, et donc on ne faisait pas le poids pour se défendre. Mais quel que soit le contexte, il y a toujours de la honte et de la culpabilité, qu'on en ait conscience ou pas. Il y a aussi donc beaucoup de colère, évidemment. Et du coup, cette colère, elle peut être contre nous,
puisqu'on s'en veut encore une fois d'avoir vécu ça, de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir dit stop, d'avoir été cette victime-là en fait. On n'a pas envie, personne n'a envie d'être victime. Donc ça nous met vraiment très en colère. Et évidemment, il y a de la colère contre celui ou ceux qui nous ont fait ça. Et cette colère, en fait, on n'en a pas toujours conscience. Moi, je sais que c'était tellement enfoui que j'ai mis très 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 longtemps avant d'avoir conscience de cette colère. Cette colère, elle était orientée vers d'autres choses. Elle était là, mais elle était orientée vers d'autres choses, d'autres personnes. Comme s'il y avait une sorte de déni aussi et de protection, de toute façon, de la réalité. Et cette colère, en fait, elle fait le lit euh, de symptômes, de douleurs, parce qu'elle amène de l'inflammation, notamment à moyen ou long terme. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours positif d'abord de prendre conscience qu'on a ces émotions, qu'elles sont là quelque part en nous, qu'elles ont un impact sur notre corps physique, mais aussi sur notre quotidien, notre façon de penser, notre façon d'interagir avec les autres, avec nous-mêmes, notre façon de se présenter en fait aux autres, au monde. Et elles peuvent avoir un impact très important à moyen ou long terme en fait, notamment sur notre santé. Donc c'est très important d'en prendre soin. Et elles peuvent avoir évidemment un impact aussi sur notre confiance en nous. Je parlais de la manière dont on se présente au monde, on se présente aux autres. On a plutôt envie de se cacher. Et parfois, on a l'impression que les autres, en nous regardant, peuvent voir ce qui nous est arrivé. Et moi, personnellement, comme j'ai plein d'informations voilà, sur les autres qui me viennent, et quand, avant d'être thérapeute, ça arrivait dans tous les sens tout le temps, du coup, je pouvais avoir l'impression que les autres savaient, que s'ils me voyaient, s'ils me regardaient, ils pouvaient savoir ce que j'avais vécu. Et là, c'était la honte totale, en fait. Donc, j'avais beaucoup tendance à me refermer, à me cacher, à me surprotéger, en fait, pour que les gens ne sachent pas ce que j'ai vécu. Parmi les émotions aussi, il y a la tristesse qui peut être là, qui est là en général. La tristesse, en fait, pareil, on n'en a pas toujours conscience, ou alors elle peut être vraiment très très présente. Euh, la tristesse, en général, c'est une manière de... elle est souvent là parce qu'on on fait le deuil de quelque chose. Et avant de continuer là-dessus, je ne vous ai pas dit pour la colère, en fait. La colère, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a des émotions, elles viennent nous dire quelque chose. Et c'est en ça où c'est important de les écouter, de les identifier en fait, et de pouvoir les exprimer. Donc ça, il y a des méthodes pour ça, il y a des accompagnements qui sont assez fabuleux pour ça. Il y a des exercices qu'on peut faire tous les jours également. Donc la colère, en fait, elle est là pour exprimer le fait que vos limites n'ont pas été respectées ou vos besoins n'ont pas été respectés. La colère, elle vient nous dire ça. Elle vient dire stop en fait. Elle vient mettre un éclairage là-dessus. Donc ça peut être parce que vous n'avez pas respecté vos limites ou vos besoins ou parce que d'autres ne les ont pas respectés. Et dans le cas d'un abus, on a le sentiment, avec la honte, la culpabilité, on a le sentiment qu'on n'a pas su non plus arrêter l'autre et dire stop. Voilà. Donc du coup, la colère, elle est multiple, je dirais. Pour la tristesse, c'est un deuil. On fait le deuil de quelque chose en général. Là, on pourrait dire qu'on fait le deuil peut-être d'une relation, si c'est quelqu'un qu'on connaît, qui nous a agressés. Le deuil de ce qu'on imaginait d'une relation aussi, et le deuil de ce qu'on imaginait d'une relation sexuelle, d'une relation intime. C'est aussi le deuil de ce qu'on imaginait de la vie, de nous, de notre vie, de qui on était et de notre corps. Parce qu'il y a tellement d'impact qu'il y a un avant et un après. Et donc on fait le deuil de ce qu'on imaginait vivre, de ce qu'on imaginait être, de ce qu'on était peut-être aussi.
tellement il y a un impact important et tellement on a changé, parfois tellement on va mal après. Donc c'est pour ça que la tristesse, elle est là, elle exprime tout ça en fait. Donc toutes ces émotions, euh, je ne vais pas vous donner ici des exercices que vous pouvez faire, etc. Ça fait partie de mes accompagnements. Mais évidemment, c'est pas, voilà, on ne peut pas le faire là, ici, maintenant. Mais euh, c'est hyper important de ne pas vous dire « Oh là là, je suis nulle, j'en ai marre, je suis tout le temps en colère, je suis tout le temps triste, j'ai un problème. » C'est normal en fait. Ces émotions, elles sont normales. Elles viennent vous parler de ce dont je viens de vous dire. Euh, et donc, il faut d'abord les écouter. Et vous verrez, en fait, plus vous les écoutez, plus vous les acceptez, vous les accueillez, plus déjà ça va s'apaiser. Avec des hauts et des bas, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais il faut être patient quand on a vécu ce genre de choses et quand on euh, vit voilà, toutes ces émotions et tout ce que je vais décrire encore après. Mais voilà, la première étape, c'est pas du tout de se faire la guerre et de résister, c'est de dire ok, c'est normal. C'est normal que je ressente tout ça. Donc j'accepte, je lâche l'affaire, j'arrête de me faire la guerre et de lutter contre ce que je ressens. J'accepte ce que je ressens. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'exprimer, de pouvoir lâcher en fait cette colère, cette tristesse, cette culpabilité. Donc ça prend plein de formes, ça peut se faire par des accompagnements divers, sachant que les causes réelles et ce que vous ressentez réellement, c'est différent d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça qu'un accompagnement est hyper important à mon avis, parce que vous n'allez pas lâcher de la même manière que quelqu'un d'autre, et vous n'avez pas les mêmes choses à lâcher, vous n'avez pas les mêmes prises de conscience, vous n'exprimez pas de la même manière, vous ne vivez pas les choses de la même manière. C'est vraiment, encore une fois, individualisé. Euh, Il y a une hypervigilance en fait qui est là en permanence. En fait, ce qu'on a vécu fait que il y a un état de stress absolument énorme qui la plupart du temps devient chronique. Et ça a un impact énorme vraiment sur tous nos systèmes, tous les systèmes du corps. Et cet état d'hypervigilance, il est très particulier parce que donc du coup c'est le système nerveux qui va être dérégulé. C'est un système de protection, hein. Donc encore une fois, il ne faut pas se dire j'ai un problème, je suis nulle. Non, c'est mon système me protège. J'ai vécu un truc qui m'a bouleversée, qui m'a choquée, qui m'a anéantie. Et en fait, mon corps, mon système nerveux, tous mes systèmes se sont mis en route pour me protéger. Donc l'hypervigilance, c'est un système de protection également. Ça va faire en sorte que le moindre geste, le moindre mot, le moindre regard, vous allez le voir, vous allez le capter, vous allez l'enregistrer. Vous allez voir ce que d'autres ne voient absolument pas. Et si vous en parlez d'ailleurs à d'autres, en disant « Ouais, t'as vu, l'autre, il m'a regardé de cette façon-là, tu te rends compte ?» La personne à qui vous allez en parler va vous dire « T'es sûr, moi j'ai rien vu. Non, mais tu te fais des idées, mais non, cette personne, elle t'apprécie, mais non, elle n'a pas réagi comme ça. » En fait, ça crée vraiment une distorsion de la réalité. C'est-à-dire que tout va être amplifié. Comme vous êtes dans cet état d'hypervigilance, comme vous avez peur que ça recommence, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, vous avez peur d'être blessé, du coup, c'est comme si vous développiez des grandes antennes et vous allez tout remarquer, tout voir, tout enregistrer. Donc là, on est sur le thème de l'hypersensibilité en fait, hein. Et vous pourrez avoir accès à une vidéo, il va y avoir une conférence au mois de novembre sur le lien entre ce qu'on appelle les atypiques et le développement des perceptions extrasensorielles.
Et donc moi, je vais intervenir pour parler notamment de l'hypersensibilité et du développement des perceptions extrasensorielles. Et donc là, c'est de ce dont je suis en train de vous parler. Le fait d'être dans cet état d'hypervigilance, comme on veut se protéger, comme on ne veut pas que ça recommence, du coup, on remarque le moindre truc, le moindre changement d'ambiance. Et le souci, c'est qu'on se fait des films, en fait. Alors, on peut se sentir très mal parce que ce qu'on ressent, effectivement, n'est pas juste et il faut s'en aller. La personne qui est là en face de nous, c'est pas OK avec nous, il faut s'en aller. Mais parfois, ça prend tellement d'ampleur qu'on se fait des films, qu'on croit qu'un tel a dit ça, qu'il ne nous aime pas, qu'il pense ceci. Il y a eu tel échange de regards et là où ça y est, on a toutes nos alarmes qui sonnent dans tous les sens et qui s'allument tout rouge. Alors qu'en fait, c'est juste, voilà, ils se sont regardés, c'est pas très grave. Encore une fois, il y a plein de personnes qui ne remarqueront rien. Mais nous, on voit tout, on ressent tout, on entend tout. Et c'est évidemment extrêmement pesant et ça entretient l'état de stress. Donc on est dans un cercle vicieux en fait. Et on se sent continuellement en danger, donc état de stress, donc état d'hypervigilance, et on ne s'en sort pas. Par rapport à ça, il y a quand même tous les exercices de régulation du système nerveux qui peuvent être absolument fabuleux pour revenir à un état de sécurité intérieure. Parce qu'en fait, le truc, il est là. On est en état d'hypervigilance parce qu'on n'est pas en sécurité. On n'est plus en sécurité après ce qu'on a vécu. Qu'on s'en souvienne ou pas, qu'on ait des images ou pas, il y a vraiment cet état de très 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 grande insécurité. Et donc, il va être important de ramener de la sécurité. Les plantes peuvent nous aider par rapport à ça. Il y a des accompagnements thérapeutiques qui peuvent nous aider par rapport à ça. Et il y a tous les exercices de régulation du système nerveux qui sont fabuleux. Et évidemment, ça peut être là également très intéressant de comment dire, d'utiliser différents soutiens, différentes aides pour vraiment qu'il y ait un changement et que vraiment on puisse se sortir de cet état d'hypervigilance et retrouver de la sécurité. Parce que en fait, cet état d'hypervigilance va biaiser toutes nos expériences. On va se méfier de certaines personnes qui pourtant sont inoffensives, on va faire certains choix à cause de cet état d'hypervigilance alors que ces choix-là ne sont pas forcément les meilleurs pour nous. On voit en fait la vie, la réalité et les autres de manière complètement biaisée et complètement fausse. Alors pas toujours fausse, hein, mais c'est souvent exagéré. Et ça nous complique la vie d'une manière absolument extraordinaire et horrible en réalité. Donc il va falloir ramener de la sécurité intérieure. Du coup, cet état d'hypervigilance aussi et ce qu'on a vécu amène de grandes peurs. Il peut y avoir des moments, moi ça a été mon cas, où on a peur de tout, où on voit apparaître des peurs qu'on n'avait pas avant, et on se sent complètement bloqué parce qu'on ne peut plus prendre la voiture, on ne peut plus rouler sur l'autoroute, on ne peut plus s'approcher d'un animal, on ne peut plus aller dans certains endroits ou voir certaines personnes. Enfin, on peut se retrouver dans un état totalement tétanisé, paralysé. Ça peut arriver. On peut avoir des phobies aussi, évidemment. Et alors, il y a une chose aussi très importante dont je voulais vous parler, c'est que il y a la plupart du temps un état de dissociation. On se dissocie, c'est-à-dire que la définition qu'on peut trouver, c'est qu'il y a une distanciation, décidément, j'ai du mal, une distanciation par rapport à certaines expériences, certaines émotions. C'est-à-dire qu'on se met un peu à part. Voilà, on met de la distance entre moi et ce qui se passe, ce que je ressens. On ne veut pas savoir en fait. On ne veut pas sentir. Il y a en fait différents degrés de dissociation. On peut
si j'essaye d'expliquer d'une autre manière, quand on est beaucoup dans la lune, quand on est à côté de ses pompes, quand on dit qu'on est à l'ouest, c'est souvent une forme de dissociation. On n'est pas complètement là en fait. On peut avoir l'impression qu'on flotte. Et dans d'autres degrés, on peut avoir vraiment du mal à réfléchir, à analyser, même à écouter ce que les autres disent. Ça nous demande énormément d'efforts parce qu'on n'est pas complètement là. On est complètement ailleurs. Euh, il peut y avoir carrément des sorties de corps. Alors en énergétique, souvent on dit ce qu'on appelle les dissociations finalement en psychologie. Nous on dit que c'est l'âme qui est à côté ou ce sont des parties de nous qui sont à côté de nous en fait. Au lieu d'être là intégrées, elles sont à côté. Là encore c'est un système de protection. Ce que je suis en train de vivre avec un abus, c'est horrible, c'est immonde. Il peut y avoir en plus de la violence et des douleurs terribles, des blessures. Donc, je me sauve. Il y a des parts de moi qui se sauvent pour ne plus sentir, en fait. Donc, on peut se sentir un peu comme un zombie, comme un légume. Mais encore une fois, c'est un système de protection. Au moins, là, je ressens plus. Je sens plus rien. Alors ouais, je flotte un petit peu. Dans un premier temps, on peut avoir, ou par moment, on peut avoir l'impression qu'on est dans les nuages avec les petits oiseaux. C'est plutôt cool. Mais au quotidien, c'est infernal de vivre comme ça. Et pour le coup, on ne peut pas concrétiser des projets. On peut avoir plein de projets, plein d'idées, mais on n'arrive jamais à les concrétiser ou les matérialiser parce qu'on n'est pas là. Je parlais en fait dans des cas un peu plus importants où il y a des sorties de corps, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être repenser à ce que vous avez vécu, si vous vous en souvenez de l'abus. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les images que vous avez, eh ben en fait, vous voyez la scène de haut, depuis le haut ou depuis le côté. Ce qui est impossible évidemment, hein, puisque vos yeux sont là, devant. Euh, et donc vous ne pouvez pas être au plafond, comme pendant qu'on est en train de vous d'abuser de vous, pardon. Et ça, c'est une dissociation. Et dans ce cas-là, c'est même ce qu'on appelle une sortie de corps. Et là, c'est vraiment, je me sauve, comme ça, je ressens plus rien. Il n'y a plus que mon corps qui est là, vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous, je ressens plus rien. Je m'en fous pas, hein, en réalité. Mais au moins, je suis séparée de mes émotions et de mon corps et donc de mes sensations. Souvent, les personnes qui ont été abusées ne sont pas très sensibles à la douleur. C'est pas toujours le cas, hein. Encore une fois, tout ce que je raconte là, vous ne l'expérimentez pas forcément, heureusement, mais voilà, il peut y avoir plein de choses qui vous parlent. Mais notamment, voilà, cette histoire de douleur, on n'est pas forcément très sensible à la douleur, mais parce qu'en fait, oui, on est coupé du corps pour se protéger, pour ne plus être blessé, pour ne plus avoir mal, en fait, pour ne plus souffrir. Donc on se sauve. Et ça, c'est assez terrible parce qu'en fait, c'est un système de protection qui est tellement costaud chez nous que même quand on se fait accompagner, ça peut avoir un impact et bloquer l'accompagnement. Alors, c'est assez flagrant en énergétique. Quand on travaille avec certaines personnes, on peut avoir du mal à accéder à la personne en fait. On n'y arrive pas. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, j'ai aussi, pendant ma séance, je suis avec quelqu'un pour lui faire des soins, et en fait, j'ai le mental qui part sans arrêt. J'ai tout un tas d'idées qui me traversent, alors que normalement, je suis concentrée sur ce que je fais. Et c'est au bout d'un moment que je vais me dire, mais c'est bizarre, pourquoi je n'arrive pas à me concentrer? Et c'est tout simplement parce que la personne, elle a son système de protection, elle ne veut pas que je rentre dans son système, en fait. Euh, et donc, il y a comme une espèce de voile noir très costaud, au-delà duquel il faut aller en douceur pour pouvoir aider ces personnes. Et il y a malheureusement énormément de thérapeutes qui n'ont pas conscience de tout ça, qui ne connaissent pas la dissociation,
qui ne savent pas voir que quelqu'un est dissocié et qui du coup, évidemment, ne vont pas l'aider. Le problème de ça, c'est qu'il y a plein de thérapies qui sont censées nous aider et qui en fait vont parfois augmenter le problème, notamment le problème de la dissociation, euh, parce que en fait, la dissociation, normalement on peut se dissocier, on revient. Chez quelqu'un qui a été abusé, comme il y a cet état d'hypervigilance, il est quasiment tout le temps dissocié, éventuellement, ou alors c'est une espèce de réflexe qui est là, à la moindre contrariété, ou justement, comme je disais tout à l'heure, le moindre regard qu'on trouve un peu bizarre à notre rencontre, ou le moindre geste, le moindre mot, paf, on va se dissocier pour se protéger, toujours pareil, je ne veux pas être blessée, je ne veux pas sentir. Euh, mais du coup, quand je vais voir un thérapeute, je peux avoir peur de ce qu'on va me dire. La personne peut me contrarier, me dire des choses blessantes aussi, ne pas me comprendre. Et puis, on peut utiliser des méthodes qui vont faire que je vais me dissocier encore plus. Voilà. Donc, les séances peuvent déjà déclencher ce réflexe de dissociation chez nous. Donc, on va ressortir en étant dissocié. Ce qui fait qu'au lieu de se faire du bien, voilà, on va pas être bien, on va être vraiment à côté de nos pompes. Parfois, on est très très mal en fait. Hein. C'est vraiment des états où on peut se sentir vraiment vraiment pas là. Alors, il peut y avoir des douleurs, notamment au niveau de la tête. Ça peut appuyer au niveau de la tête, sur les côtés. On peut être maladroit. Euh, on peut ne plus du tout pouvoir réfléchir en fait. Et c'est terrible, et on voit bien qu'il y a un problème, mais on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas ce qu'il faut faire et d'où ça sort. Et donc voilà, ces séances de thérapie, ça peut être absolument terrible. Donc c'est super important aussi de pouvoir aller voir des gens qui connaissent ça. Alors comment faire, je ne sais pas, pour savoir si elles connaissent ou pas. Normalement, les personnes qui font faire de l'EMDR, sont formés justement pour pouvoir ramener les personnes après le MDR, parce qu'on se dissocie en EMDR avec le MDR. Euh, mais par exemple l'hypnose aussi, voilà, il y a des gens qui sont conscients de ça et d'autres pas. Et puis surtout, il suffit pas d'être conscient, il faut pouvoir ramener les personnes. Ça, c'est un autre sujet plus compliqué. Donc en énergétique aussi, normalement, on sait faire, mais tout le monde ne le sait pas le faire et tout le monde n'a pas conscience non plus de ça. Moi, personnellement, j'ai déjà fait une séance de MDR qui a été catastrophique. J'ai mis au moins 15 jours, je crois, à pouvoir me ramener euh, ici. Donc, j'ai vécu 15 jours absolument horribles où je flottais complètement, où je n'étais pas là. Euh, et souvent aussi, j'avais remarqué il y a très très longtemps, quand je ne connaissais pas tout ça, avec des séances d'hypnose ou de relaxation même, j'aimais pas du tout parce que j'avais l'impression de flotter et finalement avec le recul, je pense que parfois je voyais toutes les personnes qui étaient allongées au sol et je les voyais de haut. Donc voilà, j'étais plus dans mon corps en fait. Donc en fait, il y a le MDR, c'est par exemple quelque chose qui peut énormément nous aider. Chez moi, ça a été catastrophique. Et donc voilà, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que euh, il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui ne marchent pas chez nous. C'est pas parce qu'on a un problème, c'est parce qu'il y a cette, cet abus et cet état d'hypervigilance et ce système nerveux qui est dérégulé qui fait qu'on a des réflexes pour se protéger. Il peut y avoir aussi évidemment des crises d'angoisse, de l'anxiété en général, euh, qui va être tout le temps là, qui fait encore une fois qu'on se fait des films, qu'on a du mal à être dans le présent en fait, et à voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Euh, Il y a évidemment aussi du coup le mental qui tourne à fond, tout le temps. Il y a des pensées tout le temps, dans tous les sens. Parce qu'il y a cet état d'hypervigilance et parce que je fais attention à tout. Et donc l'anxiété amène cet état d'hypervigilance et fait qu'il y a des tensions sans arrêt qui sont là au niveau du mental, mais du coup au niveau du corps aussi. Et puis il y a ce mental du coup qui tourne en rond, qui amène de l'anxiété, qui amène des peurs,
et qui augmente l'état d'hypervigilance et les tensions dans le corps. Enfin, voilà, on est encore dans le cercle vicieux. Là encore, les plantes vont pouvoir nous aider énormément par rapport à ce genre de choses. On a évidemment des difficultés avec les autres, dans nos relations avec les autres. J'en ai parlé voilà, dès le début, où on a honte, on culpabilise, on se sent nul. Et puis on n'est pas bien aussi. Et puis il y a cet état d'hypersensibilité, d'hypervigilance qui fait qu'on capte tout un tas de trucs. Euh, donc les relations aux autres sont compliquées parce qu'on se méfie, parce qu'on a peur d'être blessé. Euh, et du coup, on peut aussi se refermer, se mettre dans une bulle, ne pas réussir à être spontané, à se montrer tel qu'on est vraiment, ne pas faire confiance. On n'a déjà pas confiance en nous, hein, donc faire confiance aux autres, c'est compliqué. On laisse pas les autres aller vers nous, revenir vers nous, mais on ne va pas vers eux non plus souvent, hein. On met une distance là encore euh, pour que ça ne recommence pas jamais. À l'inverse, il peut y avoir des gens qui deviennent exubérants, qui parlent beaucoup, qui crient beaucoup, qui parlent fort. C'est aussi une manière en fait de se cacher, de cacher la honte, la culpabilité. Et c'est une manière aussi de distancier l'autre. Voilà, le fait que je crie, je suis exubérante, fait que je ne suis pas complètement naturelle non plus et je ne montre pas mes failles non plus, mes fragilités. Ça peut être une manière de cacher qui on est. Et il y a aussi un dégoût de soi. Hein, j'en ai déjà parlé, je crois, quand j'ai parlé de la honte et de la culpabilité. Euh, on a un dégoût de ce qu'on a vécu, de ce qu'on nous a fait, de ces parties du corps qui ont été touchées. Du coup, il y a un dégoût du corps aussi. Ça peut être un dégoût de qui on est, hein, de tout ce qu'on est et de notre vie, en se disant je suis vraiment nulle, je suis ratée, je suis lamentable. Mais le corps, notamment, il va être rejeté. Euh, il peut y avoir ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on va se voir plus grosse qu'on ne l'est, ou on va encore une fois voir la réalité de manière complètement distordue. C'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, on peut avoir le sentiment qu'on est mais terriblement moche et grosse, ou trop mince, ou trop ceci, ou pas assez cela. On ne voit absolument pas la réalité. Pour donner un exemple, moi j'ai fait 45 kilos pendant quasiment toute ma vie, hein, jusqu'à il y a quelques années. Et régulièrement, je disais qu'il fallait que je fasse un régime. J'étais hyper mince et en plus très musclée. Donc voilà, pas de graisse, rien. Et je disais, il faut que je fasse un régime là. J'avais l'impression que j'avais pris, je sais pas, j'avais peut-être pris 100 grammes et encore parce que je prenais jamais de kilos, de poids. Mais voilà, je disais ça, il faut que je fasse un régime. Et ceux qui étaient là, qui me regardaient en se disant non mais ça va pas, et qui parfois me disaient non mais enfin, tu veux perdre quoi, un bras, une hanche, je ne les croyais pas, ils avaient aucun impact sur ce que je pensais. J'étais tellement persuadée d'être grosse et moche et con et nulle, etc., qu'ils pouvaient toujours dire ce qu'ils voulaient. Je ne les croyais pas. Ce que je pensais de moi était la vérité, à mon avis. Voilà, on ne pouvait pas me détourner de ça en fait, on ne pouvait pas me faire penser autrement. Du coup, on malmène son corps. Non seulement tout à l'heure je disais qu'on ne l'écoutait pas, mais on le malmène en fait. On, on peut ne pas faire attention à son corps, mais aussi à son aspect physique, c'est-à-dire qu'on va, dans les cas extrêmes, on va plus se laver, euh, on va pas faire attention à sa façon de s'habiller, de se coiffer, on s'en fout en fait. Voilà. Et ça me fait penser à la tristesse. Il y a quelque chose que j'ai pas exprimé, c'est-à-dire que cette tristesse, elle peut aussi avoir différents degrés, et ça peut évidemment aller jusqu'à la déprime et la dépression. Quand on fait une dépression, en général, on ne fait pas très attention à son aspect extérieur, son aspect physique, on s'en fout complètement. Euh, à l'inverse, là aussi, ça peut aller dans des extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être dans le contrôle et dans la perfection.
Si ces personnes ne sont pas absolument parfaites, hyper bien maquillées, les cheveux hyper bien tirés, super bien habillées, elles vont pas sortir. C'est aussi une manière de cacher ce qu'on a vécu. Si je suis parfaite, ça se voit pas, en fait. Donc il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire, je fais pas attention parce que j'en ai plus rien à foutre vu ce que j'ai vécu. Je me fous absolument de ce que les autres pensent de moi et j'ai absolument pas envie de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et à l'extrême, au contraire, je suis nickel. On peut rien me reprocher, donc on peut rien voir de ce que j'ai vécu. Voilà. Euh, donc évidemment, si on va un peu plus loin, il va y avoir aussi euh, un problème euh, comment dire, on va avoir du mal dans l'intimité, dans la sexualité, évidemment. Et du coup, ça peut prendre plein de formes, c'est-à-dire que parfois il n'y a pas du tout de désir, il n'y a pas de libido, parfois ça peut être des douleurs, parfois ça peut être euh, un manque de plaisir aussi tout simplement. Voilà, ça peut prendre plein de formes. Et là aussi, ça va nous conduire à mettre l'autre à distance ou à se mettre à distance du désir et du plaisir éventuellement. L'état d'hypervigilance amène également à un épuisement physique et psychologique. Il y a un taux de cortisol qui est très élevé, ce qui amène une inflammation dans le corps et ce qui amène des tensions dans le corps, des douleurs articulaires, musculaires. Et je parlais de sexualité et d'intimité, mais il y a aussi la féminité qui est mise à mal en fait, ou la masculinité, évidemment, si on est un homme. Le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme est mis à mal quand on a été abusé. Parce qu'on n'a pas respecté notre corps, parce qu'on n'a pas respecté la sexualité, parce qu'on n'a pas respecté notre intégrité. Et du coup, ça amène une espèce de flou et de rejet de qui je suis. Donc du rejet éventuellement de la femme que je suis ou des femmes, ou de l'homme que je suis ou des hommes. Ça peut évidemment aussi amener un rejet donc de la personne qui nous a agressés et donc du sexe de cette personne. Si on a été agressé par un homme, on va peut-être rejeter tous les hommes. On ne va plus vouloir avoir la moindre relation, quelle qu'elle soit, avec un homme ou avec une femme, donc si c'est une femme qui a abusé de nous. Donc je parlais aussi de l'épuisement, cet état de stress, d'hypervigilance, l'anxiété, la peur, la dépression éventuellement, etc. Tout ça amène un épuisement du système nerveux, une fatigue, et du coup aussi une fatigue du corps, une fatigue physique. Et il y a souvent des douleurs, donc à moyen ou long terme, on peut avoir des douleurs partout, dans tout le corps, des douleurs articulaires notamment. Et puis, il y a souvent beaucoup de maux de ventre, de maux de tête. Et il y a beaucoup d'intolérance, en fait, également, d'intolérance alimentaire et de problèmes au niveau digestif. Euh, en fait, comme on a cet état d'hypervigilance et qu'on se méfie consciemment ou inconsciemment de tout, et ben en fait, cet état d'hypervigilance, elle est aussi au niveau de notre système digestif, au niveau intestinal. On va rejeter et se méfier de ce qu'on mange en fait. C'est comme si le corps ne reconnaissait pas ces produits-là et il va réagir à outrance. Et du coup, il peut y avoir des allergies et des intolérances qui découlent de ça en fait. C'est là aussi où le travail sur les mémoires transgénérationnelles peut être intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça, qui ont en fait des ancêtres qui ont déjà été touchés, abusés, violés.
Et du coup, ce que j'ai remarqué dans les accompagnements, c'est que si on s'occupe que de la personne et de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit là maintenant, et ben en fait, ça va pas être suffisant. Parce que ce qui s'est passé auparavant a un impact et augmente en fait, d'ailleurs, l'impact de l'abus. Et donc, il est absolument nécessaire d'aller voir ce qui s'est passé et de libérer ces mémoires pour qu'elles n'aient plus d'impact sur vous aujourd'hui. Donc ça peut se faire en constellation familiale. Moi, je le fais avec une autre manière aussi. Le chamanisme peut également travailler là-dessus. Euh, euh, et c'est absolument nécessaire, à mon avis, pour pouvoir se libérer complètement. Parfois, on s'est fait aider déjà beaucoup depuis des années, mais ça va pas mieux. Bah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été voir le côté corps, le côté système nerveux et le côté mémoire familiale. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses à explorer également. Euh, je regarde si j'ai oublié quelque chose dans tout ce que je voulais vous partager. Alors si je voulais vous parler également de l'aspect énergétique pour terminer. Au niveau énergétique, en fait, on va avoir le premier chakra souvent qui est petit. On n'est pas ancré, voilà, c'est les racines. Et il se trouve justement que ce premier chakra, c'est lui qui amène de la sécurité intérieure. Quand on est bien ancré, bien enraciné, il y a cette sécurité qui fait que on a confiance dans la vie, on a confiance dans notre puissance, dans qui on est, et du coup, on n'est pas en état d'hypervigilance, on a confiance dans l'autre, dans les relations, dans ce qui se passe, dans la vie, ça veut dire dans aussi tous les imprévus, tout ce qui peut se passer. Et c'est pas du tout le cas chez les gens qui ont été abusés, évidemment. Au niveau du deuxième chakra, donc les chakras, ce sont des centres d'énergie, en fait, hein, qui absorbent l'énergie, notamment qui vient de la terre et du ciel, et qui vient de notre environnement, de l'extérieur, et qui est transformée et amenée ensuite aux différents organes physiques. Donc c'est pas que ésotérique cette histoire de chakras. Et à partir du moment où nos chakras sont petits, bah forcément notre corps physique il n'est pas alimenté en fait par cette énergie qui nous nourrit autant que ce qu'on boit et ce qu'on mange. Donc c'est très important aussi cet aspect-là. Le fait d'avoir des soins énergétiques peut aussi aider, mais de notre côté, nous, en tant que praticiens de soins énergétiques, on peut avoir plein d'informations sur les personnes en voyant comment rayonnent leurs chakras en fait. Voilà. Donc le deuxième va être petit également, parce qu'évidemment, le deuxième, c'est le niveau de la sexualité, de l'intimité. Donc comme on a été blessé à ce niveau-là, c'est normal qu'il soit petit, qu'il soit blessé, abîmé. Euh, le souci, en fait, c'est que c'est aussi le lieu de la créativité. Donc peut-être qu'on a une créativité toute petite et qu'on est même persuadé qu'en fait on n'est pas du tout créatif, qu'on est nul de ce côté-là. Ou peut-être qu'on a plein d'idées, d'envie, mais on n'y arrive pas. On a envie de dessiner, mais on n'y arrive pas. On a envie, je ne sais pas, de se faire un pull, mais on n'arrive jamais à la fin. On a envie de coudre un truc, mais on s'y met pas. Euh, voilà, en fait, on va être bloqué au niveau de la créativité. Ça peut aussi avoir un impact évidemment sur la maternité en fait, de différentes façons, que ce soit pour tomber enceinte ou mener une grossesse à bien, être détendu pendant une grossesse, la vivre bien également. Euh, Au niveau du troisième chakra, là on est sur la confiance en soi et l'estime de soi, donc forcément là c'est très abîmé, on n'a pas confiance en soi, on a perdu cette confiance en soi, on ne sait plus très bien qui on est et on n'arrive pas à l'être de toute manière, on n'arrive pas à prendre notre place. Hein. Au niveau du cœur, on peut être très fermé pour se protéger, évidemment. Ici, ça peut être très fermé aussi. Alors, en règle générale, quand quelqu'un a été abusé, on peut vite le savoir quand on fait des soins énergétiques parce que quand je dis fermé, c'est pas le bon mot. Hein. Les chakras, s'ils sont fermés, c'est qu'on est mort. Mais ils sont plus petits en fait, ça rayonne beaucoup moins. Ils sont moins longs, moins larges. Et donc, oui, les deux chakras en général qu'on remarque tout de suite, c'est celui-ci et le deuxième. Quand on a été abusé, ils sont vraiment petits.
Et ce chakra-là, c'est parce qu'on n'a pas pu dire stop, on n'a pas pu dire non, on n'a pas pu se défendre. Ou alors l'autre n'a pas écouté quand on disait non ou stop. Il est impacté aussi parce que peut-être on n'a pas pu dire à d'autres ce qui nous était arrivé. Ou alors on l'a dit mais ils ne nous ont pas écoutés. Hein, cet endroit-là, c'est vraiment le dire, la parole, mais c'est aussi l'écoute. Est-ce que j'ai été écoutée? En général, non. Voilà, soit encore une fois, soit j'ai pu dire mais j'ai pas été écoutée, soit j'ai même pas réussi à dire et à me défendre en fait, à crier, à arrêter l'autre et j'ai pas réussi non plus à en parler. Donc c'est un gros impact ici, voilà. En général, ça va mieux là, enfin, c'est même assez ouvert puisqu'on se sauve par là. Donc du coup, c'est plus tout le bas du corps qui va être impacté et qui fait qu'il y a des déséquilibres. Voilà, là encore, tout est lié. Tous ces déséquilibres sont liés. Un déséquilibre impacte un autre. Voilà. Et le fait de ne pas avoir de racines fait qu'on a un mental qui tourne beaucoup et qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on ne se sent pas en sécurité, etc. etc. Tout est vraiment lié. Donc, ce que je vous propose dans un deuxième temps, ça va être de parler des plantes et de voir en fait comment les plantes peuvent nous aider par rapport à toutes ces choses que j'ai énumérées, que je vous ai partagées. Donc quelles sont les plantes qui vont être intéressantes? Pourquoi? Comment? Donc on va parler, encore une fois, je ne vais pas vous faire des prescriptions, mais je vais vous citer des plantes et je vais parler justement de la qualité des plantes, des dosages et de la forme galénique parce qu'il y a des plantes qui peuvent être fabuleuses dans ce cas précis. En teinture mère par exemple, mais pas du tout en élixir, et inversement. Et puis parfois ça peut être bien de prendre une même plante sous différentes formes. Ça peut être très complémentaire. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette première partie. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Peut-être que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas voilà, à laisser un commentaire par rapport à ce que vous vivez. Et si vous voulez rester anonyme, vous pouvez m'envoyer un message à moi personnellement, soit sur mon site internet ou par Facebook, Instagram. Et je répondrai évidemment. N'oubliez pas que voilà, je suis thérapeute depuis longtemps, que j'ai vécu ça, donc je suis de toute façon dans la bienveillance. Je ne vous jugerai absolument pas. Et si vous avez juste besoin d'exprimer parce que vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le faire, ça peut être l'occasion. Mon idée avec ces vidéos, c'est vraiment d'aider, de conseiller, d'amener des prises de conscience pour que vous puissiez vous sortir de tout ce que je viens de dire et vous sortir de l'impact de cet ou de ces événements que vous avez vécus. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.